Engagez pour des causes, engagez pour que ce ne soit pas simplement votre vie professionnelle qui soit réussie. Tout ce qui relève de climat, de l'environnement en général, personne ne peut se surprendre. Si vous n'écrivez pas de livre, si vous commencez à écrire, vous allez perdre la mémoire. Oui, ça c'est ça. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir derrière votre écran et merci à Obvious d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes honorés de recevoir un collectif d'artistes à Centrale Supélec. Laissez-moi commencer par une bonne nouvelle. Non, les formules et symboles mathématiques que nous apprenons depuis plusieurs années ne servent pas à rien. Nous sommes désormais en mesure de reconnaître les tableaux d'Obvious, car chacune de leurs œuvres est signée par la formule mathématique centrale de l'algorithme utilisé. Je suis rassuré quant à ma formation d'ingénieur et j'espère que vous aussi. Pour les introduire, j'aurais aussi pu commencer par vous parler du prix de vente de leur tableau Edmond de Bellamy. Mais revenons plutôt en arrière. Obvious, c'est 3 amis, un ingénieur et 2 étudiants sortis d'école de commerce. Le premier, Hugo Cassel-Dupré, ici présent, a, comme la plupart d'entre nous, connu les bancs de la classe préparatoire scientifique pour ensuite se spécialiser dans le numérique, avec notamment un master en mathématiques et intelligence artificielle. Le second, Gauthier Vernier, est spécialisé en économie et en stratégie, tandis que le dernier, Pierre Fautrel, possède un master en communication digitale. Mais attention, ce collectif, ce n'est pas seulement la réunion de 3 gars intelligents avec une graine d'artiste. C'est aussi 3 amis qui se connaissent depuis le lycée, et c'est aussi ça qui fait leur force. Laissez-moi maintenant vous raconter leur histoire. Tout a commencé pour eux quand un soir, Hugo est rentré à la coloc et au lieu de lancer un FIFA avec ses 2 amis, il leur a montré comment les GAN pouvaient générer des visages de personnes n'ayant jamais existé. Pour ceux qui gardent un traumatisme du cours d'algorithme et complexité, les GAN, ce sont les Generative Adversarial Networks. Pour faire simple, on met en compétition 2 réseaux de neurones. Il existe de nombreuses applications à ces algorithmes, dans le domaine de la science, des jeux vidéo ou de l'art. Mais ça, ils en reparleront bien mieux que moi. Ensuite, c'est là que la graine a germé. Imaginez un petit peu. Vous savez sans doute déjà que le cerveau humain n'est pas capable de générer des visages de personnes que vous ne connaissez pas. Les personnes qui apparaissent dans vos rêves, vous les avez nécessairement déjà croisées. Mais aujourd'hui, les algorithmes de type GAN en sont capables. À partir de cette démonstration technologique, ils ont créé des œuvres d'art. Pour le grand public, c'est à la fois fascinant et terrifiant. Mais à la fin de cette conférence, ils auront probablement réussi à vous prouver que c'est surtout fascinant. Le processus de création était né. Mais ne vous y méprenez pas. Obvious, ce n'est évidemment pas que de la science. C'est aussi beaucoup de questions philosophiques sur l'art, sur les artistes, sur la place du numérique et même sur les musées. Et ça, quelqu'un l'a compris en 2018. La maison de vente aux enchères, Christie's. Un beau jour, Obvious a reçu le mail qui a fait basculer leur aventure dans une toute autre dimension. Le mail que tous les artistes attendent. Nous voulons vendre votre tableau Edmond de Bellamy aux enchères dans notre enseigne à New York, signé Christie's. Écoutez bien, il sera vendu 432 500 $ et permettra à Obvious de se faire connaître et de lancer les débats sur l'art et la science. Par suite, ils seront exposés dans les plus grands musées, tels que l'Ermitage à Saint-Pétersbourg ou le Musée national de Chine. Ils participent à de plus en plus de projets. Ils ont notamment collaboré avec Nike pour sortir des sneakers en édition limitée, ou plus récemment, avec le street artiste Rose pour réinterpréter les grottes de Lascaux. Ils sont apparus dans le prestigieux classement Forbes 30 Under 30, qui met en avant 30 parcours inspirants de personnalités de moins de 30 ans. Et à ce titre, je crois qu'il est maintenant temps de leur laisser la parole et de passer aux questions préparées par Maud et Léa. Je vous souhaite à tous
Une excellente conférence. Merci Philibert pour ce beau discours d'introduction. Donc, on a entendu ce qui fait l'originalité de votre collectif, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'art. Donc pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer à l'aide de l'intelligence artificielle ? Alors déjà, merci pour la superbe introduction. C'est super plaisant de faire un talk ici à Supélec, sachant que j'ai fait une école dans le coin, etc. Donc c'est vraiment un plaisir d'être ici. Et donc par rapport à votre question, l'idée de ce qu'on a voulu faire, donc comme ce qui a pu être dit, c'est que on a découvert ces algorithmes en 2016-2017. Et l'idée, c'était de pouvoir faire de la création artistique visuelle avec, parce que c'est quelque chose qui était possible avec ces algorithmes, qui étaient déjà un petit peu pris en main par certaines personnes et certains artistes. Et l'idée, ça a été de se lancer dans ce grand bain et de faire nos premières créations à peu près en fin 2017. Et c'est avec Christie's qu'ensuite on a pu avoir beaucoup de renommée et qu'on a pu continuer notre exploration artistique. Alors on entend souvent que vous faites de l'art par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous détailler votre processus créatif et à quel moment l'algorithme intervient en réalité ? Voilà, ça je pense que c'est vraiment intéressant à citer. Donc l'idée c'est qu'on peut comparer l'intelligence artificielle à la photographie en fait. L'idée, c'est qu'on utilise un outil de création visuelle qui est très puissant, un peu comme la caméra. Et l'idée, c'est que ce qu'on utilise nous permet de faire des créations visuelles qu'on n'aurait pas pu faire en utilisant de la peinture ou un autre outil. Donc c'est pour ça que quand on utilise les GAN, c'est un peu un nouveau mouvement artistique dans le sens où on prend quelque chose qui n'a pas forcément été créé pour faire de la création visuelle artistique et on l'applique à ce domaine-là. Donc quand on fait le parallèle avec la photographie, en fait ce qui est intéressant, en 1850, les premiers photographes qui ont voulu faire de la photographie d'art ont reçu des critiques qui sont assez similaires aux critiques qu'on peut recevoir, le fait que c'est fait que par l'intelligence artificielle. Donc ils ont pu recevoir des critiques comme ce n'est pas de l'art, c'est réservé à des ingénieurs hautement qualifiés, c'est flou et ça va remplacer les artistes. Donc c'est vraiment des remarques qu'on obtient souvent. Alors que maintenant, je vais vous décrire un peu le processus artistique et on va se rendre compte dedans que, en fait, la place de l'algorithme est vraiment comme un outil. Donc l'idée, c'est que quand on utilise les GAN, on veut d'abord choisir un sujet sur lequel on veut parler, donc il faut traiter d'un sujet. Ça, c'est le moment où on s'engueule pendant de longues heures avec Gauthier et Pierre pour décider qu'est-ce qu'on veut faire ensuite. Donc ça, c'est vraiment la direction artistique et c'est ce qu'il y a de plus dur parce qu'il faut traiter des sujets qui sont intéressants, qui soulèvent des questions intéressantes et qui cherchent à propulser notre message qui est que ces algorithmes peuvent être utilisés pour faire de la création et qui ne sont pas là pour remplacer les artistes ou remplacer toute forme d'art. Une fois qu'on a décidé du sujet, en général, il faut récupérer des données par rapport à ce sujet-là. Donc, si on réinterprète un mouvement artistique comme on a pu le faire pour les portraits classiques ou pour les estampes japonaises, par exemple, il faut récupérer une dizaine de milliers d'œuvres libres de droit qui sont disponibles sur Internet et qui sont emblématiques de ce mouvement artistique-là. Une fois qu'on a toutes ces images, on peut utiliser l'algorithme. Après, l'algorithme, c'est pareil, c'est une critique qu'on reçoit souvent, c'est on clique et c'est terminé. Et bien évidemment, ça se passe pas comme ça. C'est comme la photographie, c'est pas on clique et c'est terminé. Sinon, tout le monde serait un grand photographe. Et l'idée, c'est que c'est un processus itératif. Donc, c'est un peu comme quand un peintre se retrouve devant une toile. C'est qu'on va faire des premiers essais. On va faire des essais avec certains types de GANs, avec certains paramètres. On va avoir des résultats. Puis après, on va essayer de changer les paramètres, de changer l'algorithme pour obtenir des créations visuelles qui nous plaisent, qui cherchent à aller vers ce qu'on cherchait à faire. Donc c'est pas un processus linéaire, c'est un processus qui prend du temps et une fois qu'on est assez content des créations de l'algorithme, on considère que l'algorithme est entraîné. Donc là, on va pouvoir récupérer le générateur, donc pas le discriminateur comme on a pu voir sur la petite illustration. Et là, on va générer beaucoup d'images parce que le générateur est capable de générer beaucoup d'images. Et on va pouvoir faire notre curation ensuite dans ces images pour sélectionner des œuvres
qu'on va décider qui sont assez bien visuellement pour soutenir notre message, pour expliquer notre propos. Donc par exemple, si on traite des estampes japonaises, on va essayer de prendre des portraits qui rappellent certains codes de ce mouvement artistique. Donc par exemple, dans le théâtre ancien japonais, il y a toujours le bon, le travesti, etc. Et donc ces personnages-là, on va essayer de les retrouver dans les créations du GAN pour avoir quelque chose qui soit cohérent, qui respecte aussi le mouvement artistique dont on parle. Et ensuite vient la dernière étape qui est assez cruciale dans notre cas, parce que souvent les artistes génératifs ou les artistes qui utilisent du code vont faire seulement des créations digitales, donc ça arrive et c'est un très beau mouvement et on fait de ça aussi. Mais nous on aime aussi beaucoup faire des œuvres physiques pour avoir des pièces uniques, parce que c'est plus facile pour le grand public ensuite d'appréhender une œuvre physique qui soit imprimée ou qui soit créée pour de vrai, et ça ressemble plus à quelque chose qui est appréhensible par le grand public, et donc ça permet d'ouvrir le débat sans forcément rester dans le digital. Et donc par exemple pour les portraits classiques, on a utilisé une toile et on a imprimé dessus, on a ensuite utilisé un cadre en or. Quand vient le moment de la signature, on signe avec la formule de l'algorithme pour questionner justement cette place de l'outil dans le processus artistique. Et par exemple, pour les estampes japonaises, on a aussi utilisé des techniques traditionnelles comme l'impression sur du papier washi, où on est même allé plus loin. On a fait une technique d'impression traditionnelle qui s'appelle le moku hanga, qui revient à faire de la xylographie. Donc en fait, on va prendre des pièces de bois, on va sculpter le visuel sur la pièce de bois, mettre de la couleur sur la pièce de bois, et ensuite on va pouvoir prendre la page et tamponner, en fait, en quelque sorte, avec le bloc de bois, la page pour obtenir le visuel. C'est ce qui était utilisé en 1800, et donc c'est intéressant aussi d'utiliser ces méthodes d'impression et ces méthodes de création de physique qui respectent le mouvement artistique dont on parle. Donc on reviendra sur ces questions des critiques justement et de votre rôle d'artiste un petit peu plus tard, ainsi que sur la digitalisation de l'art. Juste pour bien comprendre au début, est-ce que les images que vous obtenez sont des composites de la base de données que vous entrez dans l'algorithme? Alors justement non, c'est ça qui est intéressant. L'idée c'est que ce que génère l'algorithme n'est ni une copie ni une moyenne de ce que l'algorithme a vu. D'ailleurs, techniquement parlant, en fait, le générateur qui va générer les nouveaux visuels n'a pas accès directement aux images, il a seulement accès au retour du discriminateur qui lui dit « est-ce que ta création correspond à quelque chose qui aurait pu avoir lieu dans la base de données ou non ?» Et basé seulement sur ce signal, le but du générateur est de créer des visuels qui sont vraisemblables. Et donc, dans ce processus-là, évidemment, comme l'information est cachée, le générateur va faire du mieux qu'il peut, mais il va forcément devoir inventer un moment des visuels et ne pas copier ce qui a été fait à la base. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a une réinterprétation artistique ou pas, nous on considère qu'elle est artistique, de cette esthétique visuelle. Et donc, on a cette esthétique visuelle avec des nouveaux exemples, et voilà pourquoi on considère que c'est des visuels intéressants artistiquement parlant. Donc on va revenir au tout début, quand vous êtes rentré chez vous après ce fameux cours sur les GAN. On sait que les réseaux de neurones ont de nombreux domaines d'application, donc comme l'a dit Philibert, dans la science, mais aussi pour les jeux vidéo. Alors finalement, pourquoi avoir choisi l'art comme champ d'expérimentation ? Alors l'idée c'est que Gauthier, Pierre et moi on est vraiment férus de tech et on aime beaucoup en parler ensemble, et donc on vivait ensemble quand on était en 2016, 2017, 2018. Et en fait, il y a vraiment tout ce mythe autour de l'intelligence artificielle qui est que l'intelligence artificielle va nous remplacer. C'est un mythe qui est soutenu par la science-fiction, la littérature et le cinéma en général. Donc les films comme Terminator, iRobot ou la littérature de Isaac Asimov ou Philippe K. Dick par exemple. C'est vraiment des œuvres qui ont imprégné l'esprit commun du fait que l'intelligence artificielle est quelque chose qui va retirer notre humanité, nous remplacer et finalement apporter du mal. Et donc quand on s'intéresse vraiment à l'intelligence artificielle, donc moi je fais une thèse là-dedans et donc je suis vraiment dans le sujet, et scientifiquement parlant, on voit que l'état de l'art aujourd'hui, c'est seulement des algorithmes qui peuvent être appliqués à des choses, qui apprennent à partir de données, donc qui sont puissants, mais qui n'ont pas du tout de conscience comme dans cette science-fiction et dans cette littérature. Et donc c'est juste des outils de notre époque
qui sont capables de faire des choses vraiment intéressantes et qui peuvent être utilisées. Donc nous, on avait vraiment envie de parler de ça, du fait que l'intelligence artificielle, ce n'est pas ce qu'on croit, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est plein d'outils qui sont vraiment intéressants. Et en fait, on s'est dit que à la fois, on aimait la création visuelle et artistique, et c'était intéressant d'explorer ça avec les GAN, mais à la fois, on pouvait parler de ça à travers l'utilisation de GAN dans le monde de l'art. Et c'est que par l'art dont on peut vraiment parler de ça avec n'importe qui. Parce que l'art, ça touche tout le monde, c'est vraiment quelque chose qui est... qui n'a pas de frontières et qui concerne tout le monde. Tout le monde peut avoir des choses à dire sur l'art et tout le monde a raison finalement. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir des discussions super ouvertes grâce à l'art. Et donc on s'est dit que les deux choses matchaient parfaitement bien et qu'on avait envie de faire ça. Donc on a décidé de faire ça. Alors du coup, en 2018, donc, vous avez vendu votre portrait Edmond Bellamy chez Christie's, 45 fois le prix de mise en vente, ce qui vous a propulsé au devant de la scène artistique. Et comment a été accueillie votre arrivée dans le monde de l'art? Alors, ça dépend de la communauté finalement. Nous, une de nos premières peurs, c'était tout simplement que la communauté de l'art traditionnel ne soit vraiment pas intéressée par ce type d'art et rejette ça et considère que ce n'est pas de l'art et que ce n'est pas intéressant. On avait vraiment cet a priori-là parce que le monde de l'art traditionnel, ça fait un peu peur. C'est pas quelque chose dont on était proche, on connaissait personne dedans, donc on n'avait pas les codes et on se disait qu'on n'allait pas être accepté là-dedans. Et finalement, en fait, on a été assez surpris de voir que le monde de l'art traditionnel est vraiment ouvert. Et avec du recul, maintenant, c'est assez logique parce que les gens qui sont dans le monde de l'art, en fait, ce sont des gens curieux, ce sont des gens qui cherchent à avoir des choses nouvelles, à avoir des nouveaux questionnements. Et donc, c'est des personnes qui ont toujours un cheminement et un questionnement perpétuel. Et donc, d'arriver avec quelque chose de nouveau qui, de manière plus ou moins pertinente, pose des questions sur la nature du lien entre la science et l'art, des questions qui sont posées depuis des millénaires, en fait, avec Léonard de Vinci, avec beaucoup d'artistes et de scientifiques, bah forcément, en fait, chez eux, c'est un questionnement qu'ils trouvaient intéressant. Donc, on a été vraiment surpris de voir que le monde de l'art traditionnel était vraiment intéressé par ça. Donc, ça a été une première bonne surprise. Et après, dans l'audience un peu plus générale, comme ce que j'ai pu vous dire, comme il y a cette peur de l'intelligence artificielle, on a eu beaucoup de critiques et beaucoup de gens qui pensent qu'on allait remplacer les artistes, qui trouvent que c'est une infamie de faire de l'art avec ce type d'algorithme. Et en fait, c'est des réactions tout à fait normales et c'est ce à quoi on s'attendait parce qu'on pensait que l'intelligence artificielle était perçue comme ça dans la société. Et donc on était vraiment intéressés de pouvoir discuter de ça autour d'un sujet qui est léger, donc pas quelque chose comme la santé ou quelque chose qui est très important et sur lequel il ne faut pas rigoler. Là, sur l'art, on peut avoir des discussions ouvertes, il n'y a pas forcément de grosses conséquences. Donc c'était vraiment un bon terrain pour faire un débat. Donc finalement, la réaction de ces gens-là, ça a été plutôt d'être un peu pédagogique et d'essayer de faire comprendre ça. Après, il y a des gens qui ne comprennent pas et ça, il n'y a pas de problème. C'est aussi, l'art n'est pas censé mettre tout le monde d'accord, mais justement, l'art est censé être clivant. Et c'est aussi une des raisons du succès de l'enchère, je pense, c'est que le sujet est hyper polarisant. Donc il y a des gens qui trouvent ça génial et des gens qui trouvent ça horrible. Et en fait, quand on fait une œuvre d'art et que des gens ont des avis très tranchés, et très opposés sur le sujet, bah, ça a créé beaucoup de débats et beaucoup de polémiques, donc ce qui a généré beaucoup de presse et beaucoup de discussions. Et c'est pour ça que pour nous, ce tableau s'est vendu aussi cher, c'est qu'il a créé toute cette polémique et donc le moment de la vente a été un moment plus ou moins historique pour cristalliser ce débat autour d'une œuvre physique. Donc vous dites que vous avez à cœur de familiariser le grand public avec l'intelligence artificielle. Quand on parle à une personne lambda de création assistée par intelligence artificielle, elle peut penser à un homme ou une femme derrière sa machine qui appuie sur le bouton entrée et qui obtient un résultat sans effort. Vous n'avez pas peur qu'à travers votre démarche, il y ait une certaine dévalorisation du travail de la machine et aussi de l'artiste ? Alors, je pense que si on utilisait seulement les GAN et qu'on faisait tout le temps les mêmes types de visuels, ces critiques seraient assez valides parce qu'au bout d'un moment, la pipeline est codée et donc voilà, on a l'algorithme à disposition, on peut l'entraîner sur différents sujets et faire des nouveaux visuels, mais il y a de moins en moins d'exploration au niveau du médium et ça peut devenir un peu ennuyeux au bout d'un moment.
Donc ça, je trouve ça assez d'accord, mais ce qui est en fait super intéressant dans le monde de l'intelligence artificielle et du machine learning en général, c'est qu'il y a des nouveaux algorithmes tous les ans, tous les mois, tous les jours. Donc le flot de nouveaux papiers est incessant et donc il y a vraiment des nouvelles possibilités tous les jours. Et l'idée, c'est que nous, on continue notre exploration artistique pour ne pas utiliser seulement les GAN, mais d'autres outils de création visuelle, comme le style transfer, comme des choses dans la vidéo, comme le deepfake, et différents algorithmes comme ça. Et en fait, la combinaison d'utilisation de ces algorithmes avec de nouvelles données, avec des collaborations avec des nouveaux artistes ou des nouveaux médiums sur des produits ou sur des choses un peu différentes, rend la chose toujours un peu palpitante, toujours excitante et toujours nouvelle. Et donc, il y a vraiment moyen de se renouveler extrêmement facilement dans ce milieu artistique-là, parce que voilà, c'est un milieu qui change tous les jours, tandis que par exemple, la peinture, c'est quelque chose d'un peu fixé maintenant. On a des outils qui sont très très bons, et donc la peinture, maintenant, si on veut innover dans la peinture, c'est extrêmement difficile, parce que voilà, il y a des millénaires de peinture derrière nous, tandis que là, c'est un nouveau mouvement artistique, et donc les possibilités sont complètement ouvertes. Et finalement, qu'est-ce qui donne de la valeur à l'art dans le cadre de vos œuvres? Est-ce que la machine apporte de la valeur à vos œuvres aussi? Ouais, je pense que ça apporte de la valeur dans la nouveauté. Je pense que les deux aspects qui rendent notre exploration artistique intéressante pour le moment, c'est à la fois l'utilisation d'un nouveau médium, donc les questions que ça pose, et à la fois les questions plus fondamentales dans le monde de l'art, qui sont le lien entre l'art et la science. Et je pense que ça, c'est un sujet tellement étudié, tellement passionnant de faire des liens entre l'art et la science, que c'est quelque chose qui continue et qui a lieu dans d'autres domaines artistiques. Et donc c'est quelque chose qui va continuer et qui est forcément une exploration artistique intéressante, que ça soit aujourd'hui, par exemple, avec les NFT, par exemple. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler un peu des NFT, mais voilà. Donc, c'est une autre exploration technologique et artistique. Et donc, voilà, plus on a des choses nouvelles dans la technologie qui permettent de faire des nouvelles choses, plus ça va se développer dans l'art aussi. C'est juste un développement logique. Donc justement, vous parlez beaucoup de nouveautés, d'innovation. On a vu donc, que votre première série avait eu beaucoup de succès. Vos estampes japonaises ont eu un peu plus de mal à se faire connaître à grande échelle. Comment pensez-vous que vous pouvez continuer à faire connaître votre travail au-delà de cet effet de surprise justement qu'il y a pu avoir au début? Alors, évidemment, c'est extrêmement dur d'avoir 2 fois la même reconnaissance comme ce qu'on a pu faire avec Edmond, parce que c'est des choses qui arrivent. Maintenant qu'on a un peu de recul, on se rend compte qu'à peu près tous les ans, il va y avoir une œuvre iconique de l'année qui fait quelque chose de très nouveau, donc que ça soit nous avec Edmond en 2018, en 2019 qui a eu par exemple l'œuvre avec la banane. Bon, c'était pas un truc innovant techniquement parlant, mais c'est un truc qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de l'art. Et aujourd'hui avec Beeple qui a vendu son NFT à 70 millions, donc c'est une autre œuvre iconique de 2020-2021. Mais l'idée, c'est que faire ce type de coup qui est vraiment qui touche à quasiment toute la planète, c'est extrêmement difficile. Et donc, pour un artiste, se développer et continuer son questionnement artistique, c'est à la fois participer à des expositions dans des musées. Donc, l'institutionnalisation, c'est vraiment super intéressant et super enrichissant pour un artiste, parce que ça lui permet à la fois d'avoir des discussions assez saines avec des gens qui connaissent vraiment bien le monde de l'art et qui connaissent l'art en général, et donc qui vous permettent de vous développer artistiquement vers une bonne voie, et à la fois la participation à des shows dans des galeries par exemple. Mais après, nous, ce qui nous tient vraiment à cœur pour notre développement, et ce qu'on essaie de vraiment beaucoup pousser, c'est que l'utilisation de nos algorithmes pour la création visuelle, elle n'est pas limitée à l'art. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et ce qu'on pense aussi, c'est que les artistes aujourd'hui sont vraiment très multidisciplinaires, et qui vont vraiment faire de la création pas seulement visuelle, picturale, mais qui vont aussi créer des choses qui sont plus proches de la culture générale des gens. Donc je pense à des artistes comme Daniel Arsham ou Murakami. C'est des gens qui font des collaborations avec des marques par exemple, et donc voilà, Dior avec Arsham ou des choses comme ça. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment pouvoir aussi faire ce type de création dans d'autres domaines créatifs, parce qu'on considère que créer une sneaker, c'est un art aussi, parce qu'on est fan de ça et qu'on reconnaît que là-dedans, il y a un art. Et donc, on peut utiliser nos algorithmes pour ce type de création, et c'est de la création qu'on a envie de faire et qu'on a envie de pousser
Donc on a fait un projet déjà avec Nike, mais on a d'autres projets dans les cartons et on espère vraiment pouvoir développer ça dans des domaines assez extravagants, comme par exemple donc la mode, l'architecture. Là, on est pas mal sur un projet avec de la gastronomie. Donc l'idée serait de travailler avec un grand chef pour inverser le processus de création d'un plat, donc générer des nouveaux plats et ensuite le faire interpréter par le chef, ou alors même générer le plat et la recette et voir quelle va être la création du chef à partir de ça. Donc c'est des choses qu'on trouve vraiment excitants, vraiment nouveaux, et on aime à essayer de créer des projets un peu pionniers là-dedans pour montrer la voie. Après, nous, on ne va pas être ceux qui vont essayer de créer un software qui va être vendu chez Adobe, etc., et qui va permettre à tout le monde d'utiliser ça dans le futur, parce que c'est ce qu'on pense aussi. Dans le futur, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ces algorithmes pour la création visuelle dans tous les domaines créatifs. Mais nous, on cherche plutôt à faire les premiers projets, à être les pionniers là-dedans, pour montrer un peu la voie. Vous parlez beaucoup de collaboration. Justement, vous venez de sortir votre dernière série là, en mars autour des énergies de la Terre, en collaboration avec le photographe Stas Martnikas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu donc, de l'idée derrière cette série et de pourquoi ce choix de collaboration? Alors l'idée, c'est qu'il est venu vers nous. Donc c'est un photographe qui est assez renommé, beaucoup de photos dans National Geographic, etc. Et en fait, lui, son exploration photographique, c'est qu'il rentre dans des avions et il fait des tours du monde et il prend des photos de paysages vraiment exceptionnels. Et en fait, quand on voit les photos, on a même parfois du mal à reconnaître le fait que c'est un paysage, tellement il arrive à capturer des moments et des endroits qui sont vraiment exceptionnels. Et donc, il nous a montré un peu son travail, il nous avait dit qu'il a énormément de photos. Et donc forcément, ça s'appliquait extrêmement bien à ce qu'on fait parce que, donc, notamment là où il a fait une énorme exploration, c'est en Islande. Donc en Islande, il y a vraiment des paysages exceptionnels. Et il avait plus de 3000 photos de ces paysages en Islande. Donc il nous a proposé d'entraîner notre algorithme là-dessus, qu'on a bien sûr accepté parce qu'on trouvait le projet vraiment, vraiment cool. Donc on a entraîné notre algorithme là-dessus, on a créé des nouveaux visuels donc de paysages inventés. Donc déjà que les paysages sont vraiment impressionnants, là ça a rajouté encore une couche de réinterprétation. Donc on trouvait les visuels vraiment intéressants, donc on a décidé de les sortir avec lui. On a sorti aussi 3 NFT pour cette série. Et l'idée c'était vraiment que son esthétique se mêle à la nôtre et qu'on puisse faire un projet visuellement qui nous plaisait. Dans cette série, on voit que certaines de vos œuvres sont extrêmement réalistes, ce qui nous emmène du coup sur le sujet d'être capable de différencier ou non une œuvre créée par une machine. Donc aujourd'hui, énormément d'œuvres d'art réussissent donc le test de Turing, donc ce qui veut dire que des êtres humains ne sont pas capables de dire si l'artiste est une machine ou un homme. D'après vous, est-ce qu'il y a un caractère proprement humain dans l'art ou finalement pas vraiment? Alors nous, notre avis là-dessus, c'est qu'on essaye toujours quand même dans cette itération, dans la création avec l'algorithme, de garder une réinterprétation visuelle de l'algorithme et d'essayer de ne pas rentrer dans le complètement photoréaliste, à moins que ça serve le propos qu'on est en train de servir. Donc l'idée, c'est que par exemple, si on fait des deepfakes, c'est intéressant d'avoir quelque chose d'extrêmement réaliste parce que c'est le but du sujet, de utiliser le deepfake pour faire quelque chose de soit quelque chose de marrant, soit quelque chose qui interpelle ou quelque chose comme ça. Mais après le photoréalisme, si on est vraiment, par exemple, si on prend que des photos de chats et qu'on crée des nouvelles photos de chats extrêmement réalistes, bah, peut-être qu'il y a un petit peu moins d'intérêt à faire des photos complètement réalistes. Après, l'idée de dire est-ce qu'un jour on ne sera pas capable de faire la différence entre une œuvre créée par une machine ou non? Tout dépend de l'intention derrière l'œuvre. Ce qui compte dans une œuvre, c'est à la fois le visuel, la manière dont ça a été créé et ce que ça cherche à dire. Donc la manière dont ça a été créé, ça peut toujours être intéressant de voir des œuvres créées par intelligence artificielle. Mais après, sur la manière, ce qu'on cherche à dire dans l'œuvre, tant que les algorithmes ne sont pas dotés de conscience et d'intention sur le fait qu'ils veulent créer de l'art pour dire quelque chose, bah dans ce cas, on se retrouvera juste avec des visuels photoréalistes qui n'ont pas forcément un grand intérêt. Mais voilà, et pour conclure là-dessus, avant qu'on ait des algorithmes qui aient une conscience et qui puissent avoir ce type d'intention, on est très 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 loin de ça. Et donc, je pense, on n'a pas de boule de cristal, mais je pense pas qu'on le verra de notre vivant, quoi. Donc, dans votre travail, là, on voit que le processus est quand même extrêmement important. Est-ce que vous revendiquez un message
pour vos œuvres indépendamment de leur processus de création, ou finalement vous vous inscrivez dans le courant de l'art conceptuel, où votre œuvre n'a pas lieu d'exister en dehors de son processus de création? Alors non, honnêtement, on a vraiment... nous, ce qu'on cherche à faire, c'est que au début, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment une expérimentation avec les techniques. Donc notre première série, le message est totalement lié au fait qu'on a utilisé de l'intelligence artificielle pour le faire. Mais par exemple, après nous, donc c'était notre première série, donc c'est pour ça que c'est d'autant plus bizarre pour nous, parce que quand on est un jeune artiste, normalement notre première série est un peu anecdotique. Pour nous, elle est très importante. Mais après, nous, on a continué notre exploration artistique et on a essayé de continuer à parler d'intelligence artificielle et de ses impacts sur la société à travers nos séries. Et donc, par exemple, dans la deuxième série sur les estampes japonaises, ce dont on a voulu parler, on a voulu parler du fait qu'on a voulu recracher, entre guillemets, toutes les réactions qu'on avait pu avoir après la première enchère, parce qu'il y avait des gens qui nous prenaient pour des gens superbes, des dieux, etc., qu'on était vraiment des visionnaires, des pionniers, et d'autres qui pensaient qu'on était totalement des connards, etc. Voilà. Donc on avait vraiment des réactions hyper polaires vis-à-vis de l'intelligence artificielle, et on a créé une série de personnages qui incarnent ces réactions complètement polaires. Il y a celui qui va être très optimiste, la personne peut-être un peu plus âgée qui va se sentir dépassée par la technologie, ou des choses comme ça. Puis après, on a fait d'autres séries, par exemple sur les masques africains, où là, ce qu'on a questionné, c'est que dans l'intelligence artificielle, donc cette vision d'une intelligence artificielle qui est notre cousin numérique, qui est plus intelligent que nous, etc., c'est ce qu'on appelle l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale. Et en fait, même au sein des scientifiques, il y a des gens qui croient que ça pourra exister un jour, et des gens qui pensent que ça n'existera jamais. Et en fait, ceux qui croient que ça existera un jour en parlent un peu comme d'un culte ou d'un dieu qui arrivera un jour. Donc en fait, il y a limite une notion de spiritualité là-dedans, même parmi des très très grands scientifiques. Et on trouvait ça vraiment intéressant de voir que même parmi des gens hyper cartésiens et qui ont une éducation phénoménale, et ben il y a quand même peut y avoir des pensées spirituelles et un peu farfelues, quoi. Et donc, par exemple, dans notre série de masques africains, on a voulu parler de ça. Donc, au fur et à mesure, dans nos séries, on essaie de parler de sujets différents qui nous interpellent et dont on a envie de discuter. Donc là, par exemple, on va pouvoir parler de l'avènement des œuvres digitales avec les NFT dans une prochaine série, peut-être. Voilà. Donc, on essaie de continuer à faire ce questionnement sur l'intelligence artificielle et la société en général. Alors, ces questions autour de la valeur artistique d'une œuvre peuvent sembler un peu hermétiques pour des gens qui sont peu familiers du milieu de l'art. Ceci d'autant plus que la plupart des œuvres contemporaines sont détenues par des grands collectionneurs, ce qui ne contribue pas à les faire connaître du grand public. Actuellement, vous avez lancé un appel à destination des femmes françaises afin de recueillir les portraits de ces Françaises dans le but d'actualiser la Marianne de la Révolution. Quel impact aimeriez-vous avoir à travers ce projet ? Alors, à travers ce projet, ce qu'on cherche à faire, donc, comme vous avez pu le dire, c'est que quand on crée des pièces artistiques et quand on est dans le monde de l'art traditionnel, comme on peut l'être nous, on a tendance à vendre des pièces à un certain prix et tout le monde n'a pas accès à ça. Donc, on cherche aussi à faire des projets qui aient une envergure un peu plus large et qui puissent parler à une audience plus générale. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est notre but de base, c'est d'avoir un discours, un débat avec l'audience générale et pas forcément avec seulement une partie de la population. Et nous, en fait, on a pensé à ce projet Marianne parce que l'idée, c'est que les algorithmes qu'on utilise s'appliquent vraiment bien à des questions qu'on a aujourd'hui dans notre société, qui sont la représentation, la place des personnes et des différents types de personnes dans notre société. C'est une question qui est au cœur d'énormément de débats aujourd'hui. Et même si notre contenu et notre production artistique n'a pas de vocation politique en général, donc c'est quelque chose qu'on essaye de ne pas faire parce que c'est pas ce qui nous intéresse et on n'est pas les plus qualifiés pour le faire. On pense que ces questions sont quand même très très importantes et en l'occurrence, on a un outil qui peut permettre de faire plus ou moins un petit peu avancer le débat sur ça, dans le sens où on peut, avec nos algorithmes, utiliser toutes les photos des femmes françaises, par exemple, pour générer des nouvelles photos qui soient représentatives de ce que sont les femmes françaises aujourd'hui pour de vrai. Avec pas un biais humain, mais avec seulement la vision de l'algorithme sur ça. Et donc on trouve cette vision intéressante parce qu'elle répond un peu à des questions qui sont justement au centre de ce débat. Et donc on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de pouvoir collecter un maximum de photos
de femmes françaises aujourd'hui, d'entraîner notre algorithme dessus et d'essayer de créer la nouvelle Marianne qui ne soit pas Evelyne Thomas ou une actrice choisie juste pour ses caractères esthétiques ou le fait qu'elle soit connue, mais une Marianne qui soit vraiment représentative des Françaises telles qu'elles le sont aujourd'hui. Donc on trouve cette perspective vraiment intéressante, c'est pour ça qu'on a voulu pousser ce projet, on a essayé de rentrer en contact et on est en contact avec beaucoup d'associations de femmes et on essaie aussi de faire un peu de la presse là-dessus pour essayer de récolter un maximum d'images et de photos de femmes françaises afin d'avoir une base de données la plus grande possible, la plus représentative possible. Et le but à terme, ce serait même de pouvoir la présenter au président de la République parce que, enfin, si vous ne le saviez pas, il y a pour chaque quinquennat, le président va choisir une représentation visuelle de la Marianne. Donc Obey avait été choisi par exemple une fois et donc on pense que ce serait vraiment intéressant s'il pouvait choisir cette représentation-là parce que elle est dans l'air du temps en fait. Donc avec ce projet, l'appel à participation s'est fait sur les réseaux sociaux, donc c'est assez révélateur de votre présence, que ce soit donc sur les réseaux sociaux et sur les médias numériques en général. Et cet attachement au numérique va encore plus loin, puisque donc, comme vous le disiez, dans votre dernière série, certaines de vos œuvres ne sont disponibles qu'au format numérique. Ça soulève quand même des questions, puisque ces œuvres sont accessibles par tous, tout le temps. Donc, est-ce que des œuvres qui peuvent être téléchargées gratuitement ont encore une valeur, et comment on explique qu'un artiste comme Beeple, justement, parvienne à vendre une œuvre au format numérique 70 millions de dollars ? Alors c'est vraiment un débat super intéressant en ce moment. Nous, on est vraiment ravis de voir que ce débat maintenant a une portée vers l'audience générale. Donc encore une fois, on est vraiment content. Ça rentre dans notre dans le mécanisme qu'on aime. C'est on veut avoir l'avis de tout le monde et des vrais gens sur ça, pas seulement d'une catégorie de la population. Alors les NFT, donc c'est des certificats d'authenticité pour des œuvres digitales qui utilisent la blockchain. Et l'idée, c'est qu'en fait, nous, il s'avère qu'on est là-dedans depuis le début, en fait, parce qu'on a été invité sur la plateforme Supera en avril 2018. Et en fait, c'est même un collectionneur qui nous l'a dit il y a pas très longtemps, mais en fait, on est les premiers artistes français à avoir fait des NFT, en fait. Et donc, nous, au début, on avait fait cette exploration parce que ils nous avaient invités et on trouvait le principe assez intéressant parce qu'on est féru de technologie et que notre art est digital de base. Et donc, c'est un médium assez intéressant. Donc, il faut savoir que c'est une révolution dans le moyen de diffusion de l'art, mais pas une révolution dans le moyen de créer de l'art. Donc, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est un outil, mais les NFT, c'est plus un moyen de diffusion d'art. Et l'idée de ces NFT, donc, c'est que avec ce certificat d'authenticité, on va pouvoir être capable de commercialiser des œuvres digitales, ce qui n'était pas forcément possible avant. Donc, il y a énormément d'artistes digitaux qui ne peuvent pas vivre de leur travail parce que c'est impossible de commercialiser. Une fois qu'ils le postent sur Twitter ou sur Insta, le visuel appartient à tout le monde. Et donc, pourquoi on irait payer pour ça alors qu'on peut faire clic droit, enregistrer sous. Et l'idée des NFT, c'est de résoudre ça, mais c'est dur à avaler pour beaucoup de gens parce qu'on peut toujours faire clic droit, enregistrer sous. Donc c'est quand même un peu bizarre. Mais l'idée, c'est que c'est un peu comme les cryptos ou l'argent en général, c'est que une fois qu'une catégorie de population assez grande a décidé de mettre de la confiance dans quelque chose et d'y donner de la valeur, alors ça a de la valeur. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que quand on a un billet dans la poche, si on retourne à l'ère des cailloux bâtons, le billet ne sert à rien et c'est juste sa valeur n'est que existence parce que d'autres personnes sont d'accord pour dire qu'elle a de la valeur aussi. Et en fait, il s'avère qu'avec le Covid, tout est passé en ligne, donc le monde de l'art était vraiment à l'arrêt. Et donc, il n'y avait pas vraiment moyen de faire des expositions, etc. Donc, les NFT qui permettent de développer les œuvres digitales ont pris de l'importance grâce à ça. Et aussi, à cause du Covid et d'autres facteurs économiques, les cryptos ont énormément augmenté. Donc, il y a des gens qui se sont extrêmement enrichis en crypto durant l'année 2020. Et en fait, une fois qu'ils avaient tout cet argent, c'est aussi des gens qui étaient intéressés par les NFT. Et les NFT, comme ça permet de commercialiser les œuvres digitales et de les revendre derrière, il y a un marché spéculatif qui s'est aussi créé autour de ça. Et en fait, c'est comme les cryptos ont augmenté, les prix des œuvres ont augmenté aussi. Et puis ça a commencé à faire un peu de presse parce que au début, quand des œuvres sont vendues 1000 € comme ce qu'on pouvait faire en avril 2018, ça intéresse pas beaucoup de gens. Mais quand on commençait à avoir des œuvres à 100 000, 200 000, 1 million, là forcément, il y a des articles de presse de pourquoi ça vaut 1 million, etc. Et donc toute cette sauce-là a monté et a fait qu'une fois que Christie's a en plus annoncé son enchère, ça a vraiment créé ce débat. Après, je pense que c'est un peu plus compliqué que... Enfin, on a la même type de
de fascination et aussi de peur de ce phénomène-là parce qu'on ne le comprend pas forcément. Pourquoi une œuvre digitale vaudrait autant? Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est tout simplement un moyen de rémunérer les artistes digitaux. Et tant que tout le monde a confiance dans ce système-là, alors l'œuvre a réellement une valeur parce que le NFT, tout le monde est d'accord pour dire qu'il a une valeur. Et maintenant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des reventes à des très gros prix. Après, voilà, il y a des gens qui profitent de ce système pour faire quelque chose de très spéculatif, ce qui n'est pas forcément l'exploration artistique la plus intéressante, mais c'est aussi ce qui permet de faire vivre beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui. Donc, on pense que c'est vraiment un phénomène extrêmement intéressant. Est-ce qu'il n'y a quand même pas quelques critiques à faire sur ce système? On voit des annonces, par exemple, de la NBA qui parlent de mettre des NFT sur des extraits de matchs ou jusqu'à maintenant qui étaient accessibles et ils ne généraient pas d'argent dessus. Et d'autre part aussi, comme vous l'avez dit, ça utilise la blockchain. Est-ce que la démocratisation de ce système est viable, notamment d'un point de vue écologique? Ouais, donc je pense que ces deux questions-là se posent évidemment. Donc le problème écologique avec la blockchain, c'est que pour la plupart des blockchains, elles travaillent en proof of work. Donc l'idée, c'est qu'il faut faire des calculs très lourds pour pouvoir vérifier les transactions. Et pour faire ces calculs, il faut dépenser beaucoup d'électricité. Donc finalement, la consommation du Bitcoin ou de l'Ether est extrêmement grande en électricité aujourd'hui. Bon, pour le côté écologique, la réponse qui est souvent donnée, c'est que en fait, il y a d'autres systèmes que le proof of work. Il y a le proof of stake, par exemple, qui permet de réduire de 99% la consommation électrique du travail de la blockchain. Donc, une fois que les chains auront changé leur système au proof of stake, alors on n'aura plus ce problème-là. Blockchain ne le fera jamais, mais par contre, pour l'Ether, et donc la plupart des NFT sont sur la chaîne Ether, ça va être switché quand on passera à l'Ether 2.0 en courant 2021 normalement. Après voilà, il y a des alternatives, donc on peut faire des clean NFT, ce qu'on appelle sur des blockchains qui sont ou avec des cryptos qui sont déjà en proof of stake, donc sur le Tezos notamment. Donc il y a des plateformes comme Ikenunk ou d'autres plateformes qui permettent d'ores et déjà de faire des NFT qui ont un impact environnemental quasi nul. Donc pour l'instant, il y a déjà, pour les gens qui ont vraiment peur de ça, il y a déjà cette solution-là. Nous, on essaye de continuer notre exploration avec les NFT tout en étant raisonnable. On pense que l'écologie, c'est aussi, en fait, il faut pas non plus être complètement fermé, il faut savoir être raisonnable. Donc si on fait énormément de transactions sur la blockchain, on sait que c'est mauvais, donc on essaie de les limiter et on essaie de les faire que seulement pour des projets vraiment intéressants ou qui nous tiennent vraiment à cœur. Et après, pour l'histoire du fait que c'est un peu bizarre de quand même mettre 70 millions dans quelque chose qui n'existe pas vraiment, moi je pense que c'est vraiment en fait un développement de société assez logique. C'est que maintenant, et d'autant plus avec le Covid, je pense que le Covid a vraiment accéléré notre espèce d'une manière drastique dans son côté digital. Et donc on n'aurait peut-être pas vu ces développements aussi vite, mais le Covid a forcé ça. Et l'idée, c'est que maintenant, nos vies en ligne sont quasiment aussi importantes que nos vies en vrai. Et donc, on doit pouvoir trouver des moyens de copier les mécanismes qui existent dans la vraie vie dans ce monde digital. Et c'est juste un développement assez logique. Et donc, le fait de pouvoir commercialiser un asset digital, c'est juste obligé, en fait. Au bout d'un moment, on va juste pas pouvoir s'en sortir si on n'a pas quelque chose comme ça, parce qu'on vit dans le capitalisme et que c'est quelque chose dont on a besoin. Après, si on veut réinventer tout le système, c'est possible et c'est peut-être une bonne idée, mais c'est juste que dans la vision capitaliste des choses aujourd'hui, c'est juste logique d'avoir une manière de commercialiser ces assets digitaux. Donc je vais vous poser une dernière question avant de passer aux questions du public. Donc d'ailleurs, les gens qui nous regardent en ce moment, vous allez pouvoir aussi poser vos questions avec un QR code ou le code WooClap directement. Alors ma dernière question, ça serait sur les perspectives d'Obvious. Donc les possibilités sont limitées si on se restreint à générer une image à partir d'un set d'images. Pensez-vous à développer de nouveaux algorithmes pour faire intervenir l'intelligence artificielle à d'autres niveaux du processus créatif ? Alors, donc oui, comme ce que je vous disais un petit peu avant, l'idée c'est vraiment de se développer à la fois dans la mode et dans la gastronomie. Aujourd'hui, c'est des projets qu'on a déjà en cours et qu'on cherche vraiment à pousser. Donc, par exemple, pour la mode, on est supporté par le groupe LVMH parce qu'on fait partie d'un programme chez eux qui vise à nous mettre en contact avec des marques de ce groupe-là pour essayer de voir comment on peut faire de la création artistique pour des runways ou pour des collections que ce soit des accessoires ou des vêtements.
Et ensuite, pour la gastronomie, comme je vous en ai parlé, on essaie de faire des collaborations avec des chefs. Et après, on aimerait aussi... donc ça, c'est pour de la création visuelle, donc pour des images. Après, on est vraiment intéressé par la vidéo aussi. Donc on cherche à pousser aussi dans la vidéo. Donc par exemple, pouvoir ajouter des effets dans des clips de musique, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, parce qu'on aime... Enfin, on est pas mal dans la musique avec Gauthier et Pierre. Et à la fois aussi peut-être dans le cinéma ou dans les choses comme ça. Et dans la littérature aussi, c'est intéressant parce que sur les 2-3 dernières années, il y a eu des très gros développements sur la génération de textes avec l'intelligence artificielle. Et donc on pense qu'il y a des choses créatives à faire là-dedans. Après, nous, notre spécialité reste la création visuelle artistique pour l'instant. Donc, il faudrait qu'on grossisse ou qu'on commence à avoir un studio avec différents types de talents qui puissent se joindre à nous pour pouvoir concrétiser ce type de projet. Aujourd'hui, on vit à 3 et on arrive à subvenir à nos besoins, mais il faudrait qu'on ait un plus gros studio pour pouvoir faire des projets qui ont une plus grande ampleur, comme ce que font les artistes multidisciplinaires. Aujourd'hui, ils ont tous des studios avec 10, 20, 30, 40 personnes qui les aident à faire leur création. C'est ce qu'on cherche à faire dans le futur, et on voudrait aussi créer de nouveaux algorithmes. Donc moi, j'ai mon activité de recherche que je cherche à continuer aussi. Et pourquoi pas un jour avoir dans notre studio aussi une partie indépendante de recherche aussi, qui publie des papiers et qui essaye de développer des nouveaux algorithmes ou des avancées plus techniques sur le type d'algorithme qu'on utilise. C'est quelque chose qu'on envisage et qui, à terme, ça serait notre vision, ça serait d'avoir un vrai studio artistique qui soit multidisciplinaire et scientifique aussi. Justement, vous êtes 3 artistes, vous êtes jeunes, vous sortez d'école d'ingénieur. Est-ce que vous pensez en parallèle utiliser votre notoriété grandissante pour encourager notamment les jeunes à s'ouvrir, que ce soit donc dans un domaine plus de l'informatique, à s'intéresser à l'algorithmique notamment, et d'autre part à les ouvrir au milieu de l'art? Ça serait vraiment intéressant. Après, il faut avoir un peu des occasions pour le faire. Nous, on est vraiment... comme vous l'avez dit, on cherche vraiment à promouvoir notre mouvement et à essayer de le faire connaître un maximum, et d'un point de vue assez pédagogique. Donc on n'est pas dans le... on garde peu de secrets au final, et on essaie d'être assez transparent sur ce qu'on fait pour essayer de mettre le plus de gens dans ce mouvement et de leur mettre le pied à l'étrier. Donc le fait de venir ici, par exemple, je pense que c'est aussi un moyen de promouvoir parmi des personnes brillantes comme dans cette école. Je pense qu'il y a des futurs artistes en devenir qui pourraient faire des choses vraiment super, quoi. Donc tout est une question d'occasion. Avec le Covid, c'est d'autant plus dur et tout, mais on espère vraiment continuer là-dedans. Ouais. Donc là, on a les premières questions qui arrivent. Quelle part de votre temps dans votre processus artistique consacrez-vous à la programmation ? Alors, c'est pas on peut pas mettre un temps fixe pour chaque projet. En fait, ça va dépendre du projet. Donc là, par exemple, si on fait de la nouvelle création artistique avec des GAN, maintenant qu'on a une pipeline assez bien programmée, etc., parce qu'au fur et à mesure des années, je l'ai améliorée, je l'ai mise en place, etc., maintenant, c'est assez rapide. Donc la partie de programmation va être moindre par rapport à la création artistique et à la discussion, à la création du médium, etc. Mais dès qu'on veut faire un nouveau projet, par exemple pour la gastronomie, là il faut remettre les mains dans le code et il faut tout refaire. Donc l'idée, c'est toujours de partir de recherche open source. C'est ce qui fait en machine learning, et c'est comme ça que j'ai été éduqué dans mes écoles et dans mes masters. L'idée, c'est qu'on utilise les travaux de recherche pour pouvoir faire notre développement artistique ensuite. Donc on va les modifier, etc. Et dans cette modification, en fonction du projet, ça peut aller de travailler 2-3 jours sur le code jusqu'à 3-4 mois. Par exemple, on fait un projet sur la création de sculptures. On voudrait créer des sculptures, mais la création en 3D, c'est beaucoup plus compliqué que la création en 2D, évidemment, vu qu'il y a une dimension en plus. Et donc, les algorithmes ne marchent pas forcément très bien là-dessus. Et donc là, on a dû vraiment programmer plein de trucs. Et l'idée, c'est de sortir ça en juin. Mais voilà, ça, c'est un travail qu'on fait depuis 1 an et demi maintenant. Donc là, il y a eu une partie travail de programmation qui est énorme. On a même eu un stagiaire pendant 6 mois sur le sujet, etc., quoi. Alors, une question un peu plus binaire. Vous sentez-vous plus artiste ou algorithmicien ? Je pense qu'on se sent, au fond, plus artiste de par notre expérience dans le monde de l'art. Vu qu'on a été adoubé assez vite,
Au début, forcément, on avait le syndrome un peu de l'imposteur. On était là sur le devant de la scène extrêmement vite, donc ça peut surprendre et ça nous a déstabilisés. Mais finalement, au fur et à mesure de nos discussions avec beaucoup de personnes dans le monde de l'art, des participations à des musées, des discussions avec des galeries, des shows, au fur et à mesure, on s'affirme en tant qu'artiste et au bout d'un moment, il faut juste accepter le fait qu'on est artiste et que ce qu'on cherche à faire, c'est de la création visuelle pour supporter un message. Donc dans cette création, au fur et à mesure, on se sent de plus en plus artiste. Après, là, je parle pour moi et un peu moins pour Pierre et Gauthier. Moi, je me sens scientifique aussi parce que j'ai cette activité de recherche scientifique à côté et qui prend une grosse part dans ma vie aussi. Et donc, du coup, je me considère à la fois scientifique et aussi artiste, quoi. Alors, dans un autre domaine, pensez-vous que l'IA puisse arriver à fournir des œuvres marquantes pour l'humanité, telles que Guernica? La question, c'est de dire, et j'aurais pas le culot de comparer Edmond à Guernica, mais l'idée, c'est que je pense que Guernica, c'est une œuvre qui représente un moment historique, et donc qui est à la fois sublime, mais qui est aussi qui est chargé d'histoire et qui correspond à un artiste qui a vraiment marqué l'humanité par son œuvre. Et toutes ces raisons-là font que cette œuvre est iconique. Après, ça met du temps aussi, donc au moment où Guernica a été fait, elle n'est pas devenue iconique instantanément. L'art, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à digérer chez l'homme, et c'est à travers des générations. Est-ce qu'on va se souvenir de Edmond dans 100 ans? On espère que oui, mais on ne le sait pas, et dans 1000 ans, et voilà. Et donc du coup, le fait qu'une œuvre devienne iconique, ça dépend de comment elle va vieillir dans le temps, et comment elle va trouver un moyen de rester pertinente dans la société alors qu'elle évolue, et qu'elle change de chemin, et qu'elle va vers de nouvelles choses. Donc nous, on pense que si l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans nos sociétés, ce qui a quand même l'air d'être le cas, parce qu'on en a partout dans nos téléphones, dans nos ordi, c'est de plus en plus important dans notre société. On pense que si ça devient de plus en plus important, Edmond, ça va rester une œuvre qui va rester iconique, parce que ce sera le début de quelque chose de plus grand. Après, on pense que, ça c'est juste avec Edmond, mais pour créer d'autres œuvres iconiques avec l'intelligence artificielle, il va falloir que ça capture un moment et que ça ait quelque chose à dire sur soit la personne qui l'a fait, soit sur le moment de société qu'on vit ou sur le sujet de l'œuvre. Alors, on revient plus sur le marché de l'art. Quelles sont les motivations, les intérêts pour ceux qui achètent une œuvre entièrement digitale? Alors, je pense que les deux principaux sont soit donc la vision optimiste, c'est les NFT me permettent de supporter un artiste. Donc si j'aime un artiste et que je veux qu'il vive de son art, que je veux qu'il n'aille pas travailler au McDo pour pouvoir se loger et se nourrir, alors je vais lui acheter des œuvres, et donc je vais pouvoir lui faire en sorte qu'il subvienne à ses besoins. Donc voilà, une des applications directes des NFT, c'est de soutenir un artiste. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant et qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes digitaux qui ont réussi à se faire beaucoup d'argent dans ce milieu-là, alors qu'ils sont très jeunes, 18-17 ans, et qui maintenant peuvent en vivre et vont continuer leur exploration artistique. Donc ça, je pense que c'est vraiment super, c'est la vision optimiste. Et après, la vision un peu plus mercantile, c'est que tout simplement, s'il y a un marché pour les NFT, alors acheter un NFT, c'est espérer pouvoir le revendre plus cher plus tard. Et donc, si on a la chance, par exemple, d'acheter un NFT d'un artiste qui n'était pas forcément très connu à l'époque et qui explose, qui fait des super projets et qui reçoit un très grand succès, alors on peut clairement espérer vendre ce NFT beaucoup plus cher derrière. Et donc là, il y a un aspect tout simplement de gagner de l'argent grâce à la revente. Une nouvelle question. L'art classique est accessible à tous avec un coup de pinceau. Comment démocratiser la vôtre ? Alors, je pense que c'est pas du tout notre travail, et j'en parlais un petit peu avant. L'idée, c'est aujourd'hui, par exemple, tout le monde peut avoir accès à la photo.
La photo, tout le monde l'a dans sa poche et tout le monde peut faire de la photographie aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est démocratisé. Mais c'est un processus qui a pris énormément de temps. Il a fallu des inventions technologiques pour rendre l'objectif moins cher et les caméras moins chères en général. Et donc du coup, il faut qu'il y ait des développements techniques qui permettent de rendre la chose accessible à tout le monde. Et ça, c'est pas notre travail, parce que ça, c'est le travail de personnes qui doivent faire de la création technique et donc créer des logiciels qui permettent d'utiliser ces algorithmes de manière très aisée. Et il y a déjà beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Par exemple, il y a un software qui s'appelle Runway ML, et c'est un software qui permet d'utiliser beaucoup d'algorithmes qu'on utilise dans notre création artistique, juste en installant une appli et en cliquant. Bon, voilà. Après, il y a un certain prix parce que l'application est gratuite, mais pour faire tourner les algorithmes, ils font des ordinateurs qui sont assez puissants, donc ils vous permettent d'utiliser sur l'appli, ils vous permettent d'utiliser ces applications, mais il faut payer le cloud qui va être associé aux instances qui vont être utilisées avec ces algorithmes-là. Donc, ça a un certain prix, mais c'est très raisonnable. Et donc, c'est ces efforts-là qui vont permettre de rendre ces algorithmes accessibles au plus grand nombre. Et on espère qu'au fur et à mesure, ça sera inclus dans des softwares qui sont d'autant plus accessibles comme Photoshop. Et Photoshop a notamment, par exemple, l'année dernière, intégré des premiers filtres dans son software qui utilisent des GAN. Donc on voit que ce développement assez naturel a lieu et il aura de plus en plus lieu dans le futur, on pense. Mais là, c'est clairement pas notre rôle parce qu'on n'est pas développeur de logiciels, on est artiste. Donc au début, vous parliez des engueulades au début du processus artistique. Est-ce qu'il y a une réelle difficulté à développer une vision commune en travaillant à trois ? Je pense que oui, mais je pense que c'est un challenge qui nous permet d'aller plus loin dans notre exploration artistique aussi. Je pense que c'est notre grande force. Tout seul, je l'aurais jamais fait. Je pense que Pierre l'aurait jamais fait tout seul et Gauthier non plus. C'est vraiment, ça vient d'une pensée à trois et d'une volonté à trois. Donc déjà, le truc qui nous tient le plus à cœur dans Obvious, au fond, c'est de travailler ensemble. Et donc de faire quelque chose qui soit agréable, intéressant et enrichissant ensemble. Au début, on avait d'autres idées, on voulait peut-être faire d'autres trucs, et finalement, on s'est vite rendu compte que toutes les autres options étaient beaucoup trop chiantes, et qu'on voulait faire quelque chose de créatif, en fait. Donc je pense qu'on a la palette sur les trois personnes créatives, mais qu'on a besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir vraiment être créatif. C'est-à-dire que tout seul, c'est le syndrome de la page blanche, c'est dur de discuter, d'itérer sur des idées. Et à trois, il y a un développement plus naturel de on pourrait faire ça, ah ouais, mais moi je pense qu'on pourrait faire ça aussi avec. Et voilà. Et au fur et à mesure, forcément, ça mène aussi à des engueulades parce que au bout d'un moment, il y a une vraie vision de la personne qui va pas forcément avec la vôtre. Mais quand je dis engueulade, c'est juste des discussions un peu houleuses, mais à la fin, on finit par trouver un moyen de s'accorder. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début. On est des personnes assez arrangeantes et on se connaît extrêmement bien, donc ça permet de vraiment pouvoir créer à trois. Et Obvious n'existerait pas sans l'un de nous trois. Alors, on a quelqu'un qui aimerait savoir, d'un point de vue économique, cette méthode de production artistique limite naturellement le nombre de personnes qui travaillent sur le projet, la machine étant au centre de la production. Pensez-vous que ce type de production est voué à rester de niche ou qu'il est envisageable de produire des œuvres à plus grande échelle, avec plusieurs travailleurs à la tâche, assistants, des ingénieurs, des artistes ? Alors, je pense que c'est une bonne question parce que en fait, finalement, ça questionne les frontières de l'utilisation de l'outil, par exemple, quand on l'utilise pour un projet un peu plus grand. Donc, nous, on pense que sur ce sujet-là, en fait, l'utilisation des algorithmes, elle n'a pas forcément vocation à être le centre d'une création en général. Ça peut être juste un outil qui est utilisé dans le processus de création pour faire soit une partie de l'œuvre, soit juste rendre, juste une partie de l'œuvre dans le temps ou dans l'espace aussi, quoi. Et donc finalement, on peut le voir un peu comme la caméra. Il faut des acteurs, mais il faut aussi une caméra. C'est juste un outil qui fait partie du processus en entier. Donc par exemple, pour de la création de la mode, par exemple, il faut qu'il y ait un designer, un directeur artistique qui puisse inventer la collection. Puis après, il peut s'inspirer de certains visuels créés par les IA pour nourrir sa réflexion, puis il peut s'inspirer d'autres choses et ensuite utiliser des textiles spéciaux qui viennent d'une autre technologie ou qui viennent d'un autre milieu et ensuite c'est tout ça qui va créer une collection intéressante qui va être présentée dans un runway et finalement l'œuvre finale aura utilisé des algorithmes mais ne sera pas forcément centrée sur ça et en fait c'est juste trouver des moyens d'utiliser et de s'inspirer de ces algorithmes pour faire des créations intéressantes.
On va faire une dernière question. Digitaliser le marché de l'art ne représente-t-il pas un risque d'ouvrir le marché de l'art à des gens qui s'en foutent? J'ai pas compris la question. Ils ont peur qu'en digitalisant le marché de l'art, cela représente un risque d'ouvrir le marché de l'art à des personnes qui ne se préoccupent pas de l'art ou qui n'ont pas d'intérêt. Alors ça, je pense que c'est une remarque, c'est une bonne remarque. C'est une remarque qui a beaucoup lieu d'ailleurs parmi les collectionneurs de NFT, parce qu'il y en a qui sont entre guillemets sérieux, donc je pense que ça se réfère bien à la question, qui sont vraiment amateurs d'art et qui cherchent à pousser ce mouvement parce qu'ils aiment l'art de ce mouvement et qui ne sont pas forcément intéressés par les chiffres. Après, il y a des gens qui sont plus intéressés par le côté spéculatif et donc qui, peu importe les œuvres, si elles vendent bien et que je peux les revendre au second marché, alors je vais les acheter, je vais les pumper, etc. Mais en fait, c'est ce qui a lieu déjà dans le monde de l'art traditionnel. En fait, dans le monde de l'art traditionnel, il y a des gens qui aiment l'art et qui collectionnent, peu importe la valeur, et, enfin, en fonction de leurs moyens, qui collectionnent peu importe la valeur et qui aiment leurs œuvres et qui ne les vendront jamais. Et après, il y a des gens qui cherchent plus tout simplement soit s'intéresser à l'art pour se faire de l'argent ou le voient d'une autre manière, ou s'intéressent à ce qui est à la mode pour essayer d'avoir quelque chose, pour essayer d'avoir un statut social. C'est quelque chose de très important dans le monde de l'art. Et en fait, voilà, dans ce monde digital, on a les mêmes codes en fait qui sont en train de se dessiner. Il y a des gens qui sont férus d'art et qui critiquent ces gens qui sont spéculatifs. Mais les gens qui font de la spéculation sur le monde de l'art, c'est aussi ceux qui permettent d'avoir les grands titres et qui derrière permettent de voir beaucoup de vraies galeries maintenant, de galeries physiques qui s'intéressent à ce type de mouvement, donc ce qui va soutenir d'autres artistes et qui va développer le monde de l'art en général. Nous, on a beaucoup souffert de la période Covid au début, donc en mars 2020 jusqu'à septembre, c'était très dur. Et maintenant, avec le développement des NFT, comme on a plein de projets qui se créent autour de ça parce qu'on est là-dedans depuis longtemps, et ça se passe beaucoup mieux pour nous. Donc finalement, moi je remercie aussi ces gens qui ont fait de la spéculation parce que peut-être qu'ils ont fait ça pour eux, mais la conséquence est qu'il y a des artistes maintenant qui peuvent vivre mieux de leur art grâce à eux. Donc je pense qu'il ne faut pas leur jeter la pierre non plus, et il faut tout simplement se dire que s'il y a un développement artistique et que beaucoup de gens s'intéressent à ça, alors c'est juste une bonne nouvelle pour le monde de l'art et qu'il faut savoir être un peu raisonnable sur les causes et les conséquences, quoi. Donc on va finir cette conférence sur ces paroles. On vous remercie au nom de toute l'association centrale de Symposium Centrale Supélec d'être venu ici, de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir répondu à toutes ces interrogations. Et merci aussi à tous ceux qui nous regardent de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Merci beaucoup.